et bienvenue aux écoles de Saint-Cyr-Coët-Quidan en Bretagne, à une 50aine de kilomètres de Rennes. Alors ici se trouvent les 4 écoles de formation des officiers de l'armée de terre. Bonjour général. Bonjour. Alors on connaît le nom de Coët-Quidan, on connaît moins son histoire. Quelle est la particularité de ce site? Alors le site de Coët-Quidan est un lieu chargé d'histoire, de l'histoire des officiers en particulier, mais surtout une école tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, les écoles de Saint-Cyr-Coët-Quidan regroupent l'ensemble des officiers de l'armée de terre, qu'ils soient du corps des officiers des armes, du corps technique et administratif ou du corps des commissaires, pour leur formation initiale, les officiers d'actifs comme les officiers de réserve, avant de rejoindre soit les unités de l'armée de terre, soit les écoles d'armes. Eh bien merci Général pour cette présentation. Alors vous parlez des réservistes, on va s'intéresser à l'une d'entre elles qui effectue sa période de réserve en Guyane. Reportage. Ouais, parce que ça fait 4 jours là, il y a une invasion de moustiques sur le camp, c'est un truc de dingue. Il y a tout autour. À peine arrivée au poste de commandement de Saussonnel, l'infirmière de classe normale Audrey Gibilaro ne perd pas de temps. Elle n'a que 2 heures pour s'informer sur l'état de santé, les conditions de vie et les besoins en médicaments des soldats installés dans ce coin reculé de Guyane, en pleine forêt amazonienne. C'est des gîtes de boutons et après le frottement avec l'air. Je suis venue voir l'Oxane, le ravitailler en tout ce qui est moustique, anti-moustique et quelques matériels qu'il avait besoin. Et voir un peu les conditions de vie, voir la lutte anti-paludisme. Donc apparemment, il va falloir que je vienne pour traiter un peu tout ça. Au niveau des plaies aussi, je lui ai demandé savoir s'il avait des plaies à me montrer. Et puis apparemment, pour l'instant, ça va. Détachée au camp de Maripasoula, l'infirmière de classe normale soigne les blessures des militaires engagés dans la mission Harpie de lutte contre les orpailleurs clandestins. Une mission avec des risques sanitaires bien spécifiques. C'est un peu compliqué en Guyane, ouais. Tout s'infecte rapidement ici. Donc il faut de suite traiter la plaie et désinfecter au mieux et la suivre le plus souvent possible. On est amené aussi à faire des évassanes, donc des PCF jusqu'à Maripasoula, parce que la plaie n'est pas gérable ou que l'Oxane n'a pas le matériel pour le faire, quoi. Des responsabilités inhabituelles pour cette infirmière qui travaille dans le civil à Marseille. Car Audrey est réserviste depuis 2007. Découvrant la réserve à l'école d'infirmières, elle en a fait depuis une priorité. Une expérience qui lui apporte beaucoup en retour. Alors, la réserve m'apporte sur le plan personnel plus de confiance en moi. Et sur le plan professionnel, on fait des choses un peu plus poussées dans la réserve. On gère les premiers diagnostics et bon, bien sûr on est en relation avec les médecins, mais c'est vrai que c'est nous qui gérons l'urgence en premier. Un bref retour à Maripasoula et un nouveau trajet en pirogue attend Audrey. Les journées sont parfois éprouvantes, pourtant elle garde toujours le sourire. On voit des paysages magnifiques, on voit des gens super sympas, accueillants, donc ça change complètement du quotidien et du civil. Donc super expérience. Allez. Et voici l'activité physique militaire de référence, le parcours d'obstacles, qui permet de tester l'aguerrissement physique et moral des élèves officiers. Vous voyez par exemple ici l'épreuve dite du rampé. Ouais, tu sors vite. On poursuit ce journal avec un gros plan sur l'intervention militaire en Libye, décidée sur mandat de l'ONU, focus sur la participation française. Protéger la population civile et faire cesser les hostilités en Libye, c'est l'action militaire menée par la France depuis le 19 mars dernier. En coordination avec ses partenaires britanniques, américains et de la Ligue arabe, elle fait appliquer la résolution 1973 de l'ONU. Pour faire respecter la zone d'exclusion aérienne et neutraliser les armes lourdes qui menacent la population, il a fallu mettre en place un dispositif complexe à plus de 2000 km du sol français. Le capitaine Mathieu est l'un des premiers pilotes à avoir été engagé. C'est des missions assez éprouvantes de l'ordre de 5-6 heures de vol. Donc pour nous, c'est relativement fatigant. Dans les premiers jours de l'opération, les avions partent directement de leur base d'origine. Les Rafales de Saint-Dizier décollent pour des missions de reconnaissance. La chasse de Nancy et Dijon avec ses Mirage 2000 est repositionnée à Solenzara. Dès le 2e jour, ils sont renforcés par le groupe aéronaval parti de Toulon. Le porte-avions dispose de moyens de détection avec les avions Hawkeye et des avions de combat Rafale qui peuvent également jouer les ravitailleurs. 2 frégates antiaériennes contribuent également à contrôler le ciel. Toutes ces missions ne peuvent pas exister sans avions ravitailleurs
tous décollent de la base d'Istres. Des avions radars partent de la base d'Avord. Ce sont eux qui coordonnent les vols. Une fois sur zone, le radar de l'AWACS peut détecter tous ceux qui volent à des centaines de kilomètres. 19 hommes d'équipage vont scruter le ciel durant plus de 10 heures. Le but, c'est de toujours savoir quel avion on contrôle et exactement à quelle position il est. Le radar tournant fournit d'énormes quantités d'informations qu'il faut trier et hiérarchiser. Qu'ils soient alliés ou amis, le système ne fait pas le tri, il ne fait qu'intercepter les ondes. Et après, c'est un tri hiérarchique en fonction de la menace, en fonction de ce qu'on veut voir, en fonction de la mission. En plus d'observer directement, l'AWACS recueille également les informations que les chasseurs peuvent obtenir lors de leur reconnaissance. Par exemple, aujourd'hui, certains chasseurs ont détecté des systèmes d'armes qui étaient sur le terrain. L'information est remontée en quasi-temps réel vers l'entité qui nous commandait. Et les autorités ont pu prendre la décision d'aller détruire ces systèmes d'armes. Les informations de terrain sont transmises en temps réel à Lyon au Centre national des opérations aériennes qui les transmet à Paris au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Le 19 mars, c'est cette chaîne qui s'active dans des délais très courts. Oui, tout à fait, mon général. Donc nous avons Cyrano 51, l'AWACS français actuellement sur la zone Spitfire. La difficulté a été que le tempo était très fort et nous avons eu très peu de temps pour préparer toutes nos forces. Donc toute l'armée de l'air s'est investie. Enfin, à l'échelon supérieur, c'est le centre de planification et de conduite des opérations de l'état-major des armées qui coordonne les actions. C'est d'ici que les décisions stratégiques sont prises et que la conduite des opérations est menée. Tout est recueilli au niveau CPCO et si une décision politique est nécessaire, c'est notre chef d'état-major des armées qui, en qualité de conseiller du président de la République et de responsable de l'application des ordres présidentiels, va rendre compte directement à l'étage politique. Donc vous voyez que de l'avion de chasse français jusqu'au président de la République, cette chaîne ne connaît pas de rupture dans la transmission de l'information. Depuis le 31 mars, c'est l'OTAN qui a pris le commandement de l'opération basée à Naples, en Italie. Et dans toute cette chaîne otanienne, la France, le chef d'état-major et donc le CPCO, vérifie le contrôle national de sa force, conformément aux directives présidentielles, conformément aux règles de l'OTAN, et que toutes ces règles, ces restrictions soient bien en harmonie les unes les autres. Fin mars, les forces aériennes françaises avaient réalisé près de 1400 heures de vol et 300 sorties, soit une trentaine par jour. Le lancement rapide de l'opération Harmattan a permis de sauver la population de Benghazi et de desserrer les taux des forces de Kadhafi sur les populations civiles de plusieurs villes importantes. Sur le côté, vous voyez donc la cible qui est derrière. Et donc ça illustre bien tout le soin qu'il faut apporter dans la conception des cibles, justement pour éviter tous ces problèmes de jointure entre plaques. Alors ici, c'est le laboratoire de sciences pour la formation académique des élèves. Je suis justement avec un élève officier. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous en quelques mots comment s'organise la formation ici à Saint-Cyr-Coët-Quidan. Donc à Coët-Quidan, nous suivons une scolarité par semestre, comme dans le reste du système universitaire. À ce site particulier que nous avons 3 pôles majeurs de formation, la formation humaine, la formation militaire et la formation académique, qui se partagent à parts égales notre apprentissage. Et nous obtenons à l'issue de 3 ans le grade de master, quelle que soit notre filière, relations internationales ou management des hommes, ou encore sciences de l'ingénieur. Et vous êtes impliqué aussi dans le plan égalité des chances. Expliquez-nous ce que vous y faites. C'est exact, donc j'assure une action de tutorat auprès de ma filleule qui est en seconde au lycée de Ploërmel. Le lycée de Ploërmel qui est donc l'un de nos 4 lycées partenaires. Avec eux, nous participons à des activités de cohésion pour les inciter à poursuivre de grandes études. L'une des actions majeures que nous menons cette année est de les emmener dans un raid au Vietnam dans le cadre d'une action humanitaire. Alors c'est l'un des moyens que la défense a d'aller vers la jeunesse. Il existe d'autres initiatives. Regardez. À travers différents dispositifs, la défense renforce ses liens avec les jeunes. Privilégiant l'interactivité et la pédagogie, la journée défense et citoyenneté remplace la journée d'appel et de préparation à la défense depuis le 1er janvier 2011. Une nouvelle formule qui se veut plus dynamique. C'est interactif et nous posons les questions aux jeunes pour voir comment ils voient la défense et la sécurité nationale et on répond à leurs questions à ce moment-là. Chaque année, ils sont près de 800 000 jeunes à y participer. Bilan après cette journée ? On nous a appris plusieurs choses, les droits, les libertés. On découvre plein de choses, plein de métiers. Je pense que ça peut susciter quelques vocations. Susciter des vocations, mais pas seulement.
Cette journée permet aussi de détecter les jeunes en difficulté scolaire. Objectif, leur offrir une seconde chance d'insertion sociale et professionnelle. Comment? En les accueillant au sein de l'EPID, l'établissement public d'insertion de la Défense, placé sous la tutelle des ministères de l'Emploi, de la Ville et de la Défense. En fait, j'ai cherché des petits boulots et là, je voulais avoir une vie stable. Alors, j'ai choisi de venir à l'EPID pour avoir une formation et trouver un emploi par la suite. Chaque jeune suit un parcours individualisé en accord avec ses projets. Mais sa réinsertion se base toujours sur l'apprentissage d'un savoir-être et d'un savoir-faire. Le savoir-être étant tout simplement les modes comportementaux attendus dans la vie citoyenne, qui sont absolument les prérequis nécessaires pour aller vers l'emploi. Et parallèlement à cela, nous allons leur donner tout simplement les savoir-faire nécessaires à accéder sur un projet professionnel. Après cette expérience, si certains poursuivent leur scolarité, la majorité recherche immédiatement un emploi, notamment dans les CIRFA, les centres d'information et de recrutement des forces armées. Merci. À bientôt. À bientôt, oui. D'accord, le 29, L'armée représente le 3e secteur d'emploi choisi par les jeunes des centres épides. Monsieur Montini qui vous a appelé? Oui, d'accord. Il habite loin, il va rappeler vite. C'est parti, allez! L'esprit de cohésion, c'est l'un des maîtres mots de la formation du militaire. Il s'apprend aussi ici, lors des séances de sport collectif, comme ici par exemple avec cet entraînement de rugby. Alors le sport peut aussi permettre de donner une seconde chance à des jeunes en difficulté. C'est l'expérience menée par le Centre national des sports de la défense. Le Centre national des sports de la défense, CNSD, accueille cette année, durant un stage d'une semaine, une centaine de jeunes en difficulté. Cette formation, à l'initiative de différentes entreprises et en partenariat avec la défense, est destinée à faciliter leur réinsertion et leur intégration dans la vie active. Au programme, des activités sportives, la découverte des métiers de la défense et des entretiens professionnels. De voir autant de personnes rassemblées. Les armées sont partie prenante et la défense est partie prenante dans cette affaire-là, puisqu'on ne peut pas, me semble-t-il, intégrer aujourd'hui des jeunes dans la société sans que l'ensemble de la société soit présente. Donc vous avez les entreprises, vous avez les missions locales, comme je le dis, vous avez la région, les départements et la défense. On s'adresse à des jeunes, on s'adresse à des jeunes qui veulent construire quelque chose et préparer leur vie future. Quelque part, ça ressemble aussi à ce que nous faisons à travers le sport de haut niveau, le dépassement de soi, le goût de l'action, la volonté d'aller au bout, le respect de l'autre également. Et ici, je pense qu'ils retrouvent à travers l'atmosphère du CNSD ces valeurs qui sont défendues au quotidien par nos militaires sportifs de haut niveau, mais également par nos moniteurs de sport. Je vais frapper. Ça c'est frappé. Le sport en lui-même donc est, je pense, formateur et éducateur. Et je pense que le CNSD a des instructeurs dans chaque discipline compétents. En fait, c'est une famille, mais il y a des règles, il faut les respecter. Si on ne les respecte pas, on est mis sur le côté. À la fin de leur cursus, les stagiaires ont la chance d'être en contact avec des recruteurs du civil et de la défense qui leur permettront de repartir avec un emploi. Fort de son succès, ce programme de réinsertion sera dupliqué dans d'autres grandes villes de province dès l'année prochaine. Voilà l'image d'une séance d'instruction au simulateur de tir aux armes légères qui permet à un groupe de combat de s'entraîner au tir coordonné. Et on referme ce journal de la défense avec ces images. Merci aux écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan de nous avoir accueillis ici et merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain sur LCP.